Le détroit d'Ormuz, l'artère du monde. Dans la géographie du commerce et du pouvoir mondiaux, il existe des artères, des canaux vitaux par lesquels circule le sang même de l'économie planétaire. Peu d'entre elles sont aussi critiques, aussi stratégiques, aussi intensément surveillées que ce mince ruban d'eau. Voici le détroit d'Ormuz, un passage qui sépare le golfe Persique de l'océan ouvert, une porte étroite reliant le cœur du Moyen-Orient, riche en énergie, aux confins les plus lointains du globe. Par ce détroit transite chaque jour une part considérable des approvisionnements mondiaux en pétrole, faisant de cette voie d'eau un point de convergence constant de l'attention internationale. Un lieu dont le nom se confond avec l'idée même d'enjeux géopolitiques et d'intérêts économiques colossaux. Vu depuis un satellite, ce n'est qu'un verrou sur une carte, une ligne d'une valeur stratégique immense, un foyer de tensions potentielles dans un monde instable. Ses courants se mesurent en barils par jour. Son importance se calcule dans les soubresauts des marchés mondiaux. Mais regardez de plus près, descendre des hauteurs de la politique internationale jusqu'aux rivages baignés de soleil qui bordent cette étendue d'eau, c'est découvrir une toute autre réalité, une réalité à hauteur d'homme. Ici, niché dans les criques de la côte méridionale de l'Iran et dans les fjords spectaculaires de la péninsule omanaise de Musandam, la vie suit un rythme différent. Un rythme ancien. C'est un monde de petits villages de pêcheurs, de communautés insulaires résilientes, de gens dont le lien à cette mer ne se mesure pas en barils de pétrole, mais en générations d'histoires partagées et de subsistance. Ce n'est pas une histoire de conflit ou de commerce, mais une histoire de persévérance discrète et d'adaptation profonde. C'est le récit de ceux qui vivent leur quotidien à l'ombre de la voie maritime la plus importante du monde. C'est l'histoire de la vie autour du détroit d'Ormuz. La vie dans les communautés qui entourent le détroit d'Ormuz se définit par un lien intime et indéfectible avec la mer. Ici, la journée ne commence pas dans le vacarme de la circulation ou le tumulte d'une ville qui s'éveille, mais dans le clapotis léger des vagues contre une coque et le cri lointain et plaintif d'un oiseau marin. Le rythme de vie obéit aux marées, aux saisons, à la direction du vent, aux schémas anciens et fiables du monde maritime. L'air du matin, qui garde encore la fraîcheur de la nuit, est chargé d'odeurs de sel, de bois humide et d'une trace ténue de gazole provenant d'un moteur de bateau qu'on met en marche. On entend des conversations discrètes en persan ou en arabe, le bruit sourd de pieds nus sur des pontons de bois, le cliquetis du matériel qu'on charge à bord. Le port est le cœur de la communauté, sa place centrale, son principal lieu de travail, sa fenêtre ouverte sur le vaste monde. Dans ces petits villages côtiers, la vie s'écoule à un rythme plus lent, plus réfléchi, un rythme façonné par des siècles d'adaptation. La chaleur intense du climat désertique gouverne la structure de la journée avec une autorité absolue. Le petit matin est une précieuse fenêtre de fraîcheur relative, un moment pour agir avant que le soleil n'impose sa domination. Les pêcheurs, ayant lu le ciel et l'eau, partent vérifier leurs filets et leurs casiers, leurs petites embarcations traçant des chemins familiers sur les eaux calmes du matin, des chemins appris de leurs pères et de leurs grands-pères. Au village, les commerçants relèvent les rideaux de leurs échoppes et les premiers pains plats et ronds sont plaqués sur les parois brûlantes des fours traditionnels. Il y règne un sentiment de communauté omniprésent, un réseau tacite de liens familiaux et d'expériences partagées qui soude le village tout entier. Des familles vivent ici depuis des siècles, leurs noms et leurs histoires entrelacés avec le récit même de la mer. Dans un monde où l'anonymat est devenu la norme, ici, c'est une notion étrangère. Tout le monde connaît tout le monde, relié par les fils résistants de la famille, de la foi et d'une dépendance fondamentale partagée envers l'eau qui s'étend à leurs portes. Le quotidien s'ancre dans le socle de la communauté et de la famille. Dans les petites villes accrochées au littoral, depuis les criques en forme de fjord de la péninsule de Musandam à Oman jusqu'aux plaines côtières du sud de l'Iran, la vie s'organise autour de rituels séculaires qui renforcent les liens sociaux. Le retour des barques de pêche est l'événement central de la journée, un moment d'attente et d'effervescence. La prise n'est pas une simple marchandise, c'est la subsistance de la communauté, le résultat tangible d'une journée de labeur et de la générosité capricieuse de la mer. Le front de mer se transforme alors en un lieu vivant d'échange et de commerce, où les nouvelles circulent, où les histoires se racontent, où les liens communautaires se réaffirment à chaque transaction. La cellule familiale demeure la pierre angulaire incontestée de la société.
Les maisons sont souvent des constructions simples et pratiques, conçues selon une sagesse ancestrale pour offrir un refuge contre la chaleur intense et pénétrante. D'épais murs de briques de terre ou de béton, de petites fenêtres, des cours ombragées créent des havres frais et intimes à l'abri de l'éclat du soleil. C'est dans ces espaces privés que se joue l'essentiel de la vie sociale. L'hospitalité est profondément ancrée dans les cultures perses et arabes qui se rencontrent et se mêlent dans cette région. Un invité, qu'il soit voisin ou étranger, est toujours accueilli avec une offrande de thé chaud et sucré, un geste de respect et de générosité qui est au cœur de l'identité locale et une source de fierté immense. Il est courant que plusieurs générations vivent sous le même toit ou dans un ensemble de maisons voisines, formant un système de soutien puissant et résilient qui constitue l'ossature même de la communauté. Les enfants grandissent entourés d'un vaste cercle de proches, grands-parents, tantes, oncles, cousins, ce qui leur inculque un sentiment profond de sécurité et d'appartenance. Cette proximité inhérente nourrit un sens aigu de la responsabilité collective. Lorsqu'une tâche dépasse les capacités d'une seule famille, réparer un grand filet de pêche coûteux, remettre en état un bateau endommagé par une tempête, préparer les festins élaborés d'un mariage, la communauté se mobilise sans hésitation ni question. C'est une entente tacite, un contrat social forgé au fil des siècles, selon lequel la survie et la prospérité sont des entreprises partagées. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander si, dans nos vies parfois si individualistes, quelque chose ne s'est pas perdu de cette solidarité simple et évidente. L'identité de la région d'Ormuz est une tapisserie riche et complexe, tissée des fils de l'ancienne civilisation perse, des fières traditions du monde arabe et de siècles de culture maritime. C'est un lieu qui a toujours été un carrefour, un point de rencontre pour les marins, les marchands, les pèlerins et les voyageurs venus de tous les horizons marins. La culture reflète cette longue et riche histoire de contacts et d'échanges. Les langues parlées, la cadence douce et poétique du persan sur la côte nord, les sonorités gutturales de l'arabe sur la côte sud, sont empreintes de mots et d'expressions empruntés à des marins et des marchands venus d'aussi loin que l'Inde ou l'Afrique de l'Est. Les dialectes locaux racontent eux-mêmes une vie vécue au bord de la mer, riche en termes spécialisés pour désigner les vents, les courants, la vie marine. La tradition n'est pas ici une relique du passé, conservée sous verre. C'est une réalité vivante, palpable dans le quotidien. On la retrouve dans l'architecture ingénieuse des villages, avec leurs tours du vent ou badjirs, ces élégantes structures conçues pour canaliser les brises fraîches jusqu'au cœur des habitations. On l'entend dans la musique locale, aux rythmes uniques, joués sur des tambours et des instruments à cordes, des mélodies qui font écho au bruit des vagues et au travail des marins. Et on la voit dans les habits traditionnels, à la fois éminemment pratiques pour le climat et vibrante expression de l'identité culturelle. Sur la côte iranienne, les robes colorées et les voiles faciaux distinctifs, métalliques ou brodés, des femmes bandaris témoignent d'un héritage local unique, une affirmation d'identité et de beauté. Du côté omanais, la dijdacha blanche immaculée des hommes et les abayas fluides et élégantes des femmes reflètent les coutumes de la péninsule arabique, symbole de dignité et de tradition. La religion demeure un pilier central et inébranlable de la vie. Les 5 appels quotidiens à la prière rythmant le temps et offrant un cadre spirituel à la communauté. La mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un centre de rassemblement social, d'éducation et de recueillement paisible. Cette foi partagée, qu'elle soit chiite ou sunnite, renforce les valeurs profondément enracinées de famille, de communauté, de charité et d'hospitalité qui définissent le caractère de la région. Par-dessus tout, l'identité de ces peuples reste inextricablement liée à la mer. Ce sont des gens du littoral, dont l'héritage, les récits et l'âme même ont été façonnés par les défis et les largesses de l'eau. L'économie du détroit d'Ormuz est une étude de contraste profond, le récit de 2 mondes qui coexistent en parallèle. Pour les communautés locales, la mer est leur ferme, leur employeur, leur gagne-pain. La pêche, sous ses multiples formes, demeure l'incontestable colonne vertébrale de l'économie traditionnelle. Des générations de pêcheurs ont appris à lire les eaux avec une intimité qu'aucune carte marine ne saurait capturer, à comprendre les saisons, les cycles lunaires, les signes subtils qui annoncent les déplacements des poissons. Ils utilisent des méthodes transmises au fil des siècles, lignes à main, filets jetés et de grands pièges de pierre appelés adras, aux côtés d'outils modernes comme le GPS et le sonar. Leur prise nourrit leur famille et approvisionne les marchés locaux animés.
Le petit commerce a lui aussi traversé les siècles sans faiblir, avec des boutres traditionnelles en bois qui continuent de sillonner ses eaux, leurs cales transportant dattes, épices, textiles et appareils électroniques entre les petits ports de l'Iran, la péninsule de Musandam et les îles qui parsèment le détroit comme Keshm et Hormuz. Et pourtant, à quelques milles à peine de ces zones de pêche ancestrales, l'un des drames économiques les plus considérables de la planète se joue chaque jour, silencieusement, sans relâche. Le chenal profond du détroit est une autoroute du commerce et de l'énergie mondiaux. La vue de pétroliers colossaux, de méthaniers et de porte-conteneurs fait partie intégrante de l'horizon, aussi familière que les nuages. Ces navires rappellent avec force l'importance planétaire de la région. Et pourtant, ils évoluent dans un monde entièrement à part des communautés locales. L'immense richesse qu'ils transportent ne touche presque jamais directement ces petits villages. Le travail qu'ils génèrent se trouve souvent dans les plus grands ports industriels, comme Bandar Abbas, attirant une partie de la jeune génération loin des modes de vie traditionnels vers des emplois de dockers ou de marins marchands. Il en résulte une dualité économique singulière, une économie de subsistance locale, fondée sur des pratiques ancestrales et un savoir intime, opérant à l'ombre d'une industrie mondiale aux enjeux considérables, mue par des forces qui échappent largement à leur contrôle. C'est le rappel quotidien de deux réalités radicalement différentes qui coexistent dans cette voie d'eau étroite mais vitale. La cuisine de la région d'Hormuz reflète directement et honnêtement son environnement. Simple, fraîche, pure et profondément liée à la mer. Elle s'organise autour de la pêche du jour, une célébration de ce que l'eau offre généreusement. Le poisson est l'aliment de base incontesté, le cœur de presque tous les repas. Un poisson fraîchement pêché, peut-être un requin-marteau, un maquereau ou une sardine, grillé au charbon jusqu'à ce que la peau devienne croustillante, ou mijoté dans un ragoût aromatique et savoureux appelé gali-mahi, aux herbes, au tamarin et au piment. C'est un goût qui incarne le lieu lui-même. Les méthodes de préparation restent souvent simples, perfectionnées au fil des générations pour rehausser la saveur naturelle des ingrédients sans jamais la masquer. Le riz et le pain sont les compagnons essentiels et réconfortants de chaque repas. L'arôme du pain plat fraîchement cuit, le nan, est une odeur emblématique du foyer local, un parfum qui annonce la famille et la subsistance. C'est un aliment polyvalent, utilisé pour saucer les ragoûts, envelopper le poisson grillé ou simplement se déguster avec des herbes fraîches et un fromage local. Les repas sont une affaire collective, un moment précieux où la famille se réunit pour mettre de côté le travail de la journée, partager des histoires et des rires et se retrouver. Les traditions culinaires se transmettent de mère en fille, une bibliothèque orale de recettes et de techniques qui constitue une part chérie de l'héritage familial. Les saveurs mêlent avec singularité les influences perses et arabes, teintées d'un caractère côtier bien particulier. Des épices comme le curcuma, le cumin et la coriandre viennent parfumer des plats riches en arômes, tandis que l'usage généreux de citron vert séché apporte une profondeur acidulée unique. Les dattes, fruits de cette terre aride, et un thé sucré et corsé viennent clore le repas selon une coutume chère à tous. Dans ce climat chaud et aride, la nourriture est bien plus qu'une simple subsistance. Elle est au cœur de la culture de l'hospitalité et une célébration quotidienne de la générosité de la mer. Comprendre véritablement la vie ici, c'est comprendre la puissance écrasante de l'environnement naturel. Le paysage est un lieu d'une beauté saisissante, dramatique, parfois même brutale, un monde où le désert rencontre la mer. Il n'y a ici ni champs verdoyants, ni collines douces. Le littoral est âpre et aride, un panorama de roches brûlées par le soleil, de sable balayé par le vent, de rivages incrustés de sel. Les montagnes qui bordent le détroit, en particulier les criques spectaculaires en forme de fjord ou corse de la péninsule de Musandam, plongent directement dans l'eau, créant un paysage à couper le souffle et redoutable, qui abrite les marins depuis des millénaires. L'air est sec et le soleil demeure une présence implacable et puissante presque toute l'année, décolorant la terre et exigeant le respect. Cet environnement ne façonne pas seulement le paysage, il façonne aussi les hommes, leur culture, leur caractère. Vivre ici, c'est apprendre la résilience, la patience, un respect profond et instinctif des limites de la nature. La vie se déroule dans une négociation constante et tacite avec le climat. Le rythme de la journée répond directement à la course du soleil dans le ciel. Le travail se fait dans les heures plus fraîches du matin et en fin d'après-midi.
Le milieu de journée, quand le soleil est à son plus féroce, est un temps de repos, de refuge dans la fraîcheur des murs épais d'une maison ou l'ombre profonde d'une ruelle étroite. La mer offre un soulagement constant, une vaste étendue bleue qui procure une évasion visuelle et psychologique loin de la chaleur et de l'austérité de la terre. Ces peuples entretiennent un lien profond et tacite avec cet environnement rude mais magnifique. C'est le seul monde qu'ils aient jamais connu, un paysage qui a forgé leur caractère et défini leur mode de vie depuis des millénaires. Malgré toute son importance stratégique sur la scène mondiale, la vie dans les régions les plus reculées d'Ormuz repose sur une infrastructure plus simple, plus traditionnelle. La mer est la voie principale, la plus ancienne et la plus fiable. Depuis des siècles, le boutre est le cheval de labour de la région, reliant les communautés, transportant hommes et marchandises avec une grâce intemporelle. Ces embarcations élégantes et résistantes, à la voile latine si reconnaissable, forment un lien vivant avec le riche passé maritime de la région et continuent de jouer un rôle essentiel dans le réseau de transport, notamment vers les îles habitées comme Ormuz, Ngam et Keshm. De petits bateaux à moteur rapide, héritiers modernes des canaux à rames, servent de taxis locaux, filant entre les villages et les zones de pêche avec rapidité et efficacité. Sur Terre, un réseau de routes côtières relie les villes et les villages, serpentant à travers un paysage désertique spectaculaire, offrant à chaque virage des vues saisissantes sur la mer. Ces routes sont des artères empruntées par les camions qui apportent les approvisionnements essentiels, eau douce, carburant, biens de consommation, depuis les grandes villes et qui transportent la pêche locale vers des marchés plus vastes. Dans nombre de villages plus petits et plus isolés, en particulier ceux accessibles uniquement par la mer, l'infrastructure demeure rudimentaire. La vie ne se définit pas par le confort des grandes métropoles modernes. Il en résulte un contraste saisissant et omniprésent. Il est tout à fait possible de vivre dans un village paisible et traditionnel, où le principal moyen de transport est une petite embarcation, où le bruit le plus fort est l'appel à la prière, tout en regardant passer, juste au large, certains des navires les plus technologiquement avancés du monde. Cette juxtaposition du simple et du complexe, du local et du mondial, est un trait fondamental de la vie quotidienne dans le détroit. Pour les jeunes qui grandissent autour du détroit d'Ormuz, la vie est une négociation permanente entre le monde de leurs ancêtres et l'attrait puissant et séduisant de la modernité. L'éducation est perçue comme la clé d'un avenir meilleur, et chaque village, aussi modeste soit-il, possède une école locale où les enfants reçoivent leur instruction première. Ces écoles jouent un rôle essentiel dans la communauté, un lieu où la nouvelle génération apprend les compétences nécessaires pour naviguer dans un monde en mutation rapide, tout en restant immergé dans sa propre culture. Mais pour poursuivre des études supérieures ou embrasser des carrières spécialisées, le chemin mène presque inévitablement loin de chez soi. Beaucoup de jeunes doivent quitter leur village pour de plus grandes villes, comme Bandar Abbas en Iran ou Khassab et Mascat à Oman. Ce voyage est un rite de passage moderne, un départ doux amer. C'est une occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de goûter à l'anonymat et à l'énergie de la vie urbaine, de découvrir le monde au-delà des rivages familiers de l'enfance. Mais l'attrait de la famille, de la communauté, de la mer demeure incroyablement fort. Beaucoup conservent un lien profond et actif avec leur ville natale, y revenant pour les vacances, les mariages, les grands moments familiaux. Ils rapportent avec eux de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles perspectives, contribuant ainsi à l'évolution lente mais constante de leur communauté. On ne peut s'empêcher de se demander comment on réagirait soi-même, tiraillé entre l'appel d'un ailleurs plein de promesses et la fidélité à des racines si profondément ancrées. Le grand défi pour la région et pour ces jeunes eux-mêmes est de créer suffisamment d'opportunités diverses et valorisantes pour permettre à cette jeunesse instruite de bâtir un avenir chez elle. C'est un équilibre délicat, préserver les traditions et la communauté soudée qui rendent ce lieu unique, tout en embrassant les changements nécessaires pour garantir un avenir prospère et durable à la génération suivante. Le rythme du jour et de la nuit autour du détroit d'Ormuz offre une étude de contraste saisissant et magnifique, un rythme entièrement dicté par le soleil. Les longues journées, intensément chaudes, sont un temps de travail et de nécessité, un temps pour endurer la chaleur. L'énergie y est concentrée, pragmatique. Les ports s'animent tôt le matin, les pêcheurs prennent le large
et les tâches quotidiennes s'accomplissent avec l'efficacité née de l'habitude. Puis, à mesure que le soleil grimpe, l'activité ralentit jusqu'à s'arrêter presque, et les villages sombrent dans un sommeil tranquille dicté par la chaleur pendant les heures les plus rudes de l'après-midi. Les rues se vident souvent, le silence n'étant rompu que par le bourdonnement d'un climatiseur ou le bruit lointain et immuable de la mer. Puis vient le soir, et un changement profond et bienvenu s'opère. La chaleur oppressante de la journée cède la place à une fraîcheur douce et bienvenue, portée par la brise marine. La terre et ses habitants poussent un soupir collectif de soulagement, et la vie reprend dehors. C'est l'heure de la communauté et de la famille, du lien social. Les voisins se rassemblent devant leur maison, assis sur des nattes tissées, buvant du thé, échangeant les nouvelles du jour et de longues conversations. Les enfants, enfin libérés de l'enfermement du jour, jouent dans les rues et le long du front de mer, leur rire emplissant l'air du soir. Le port reprend vie, non plus dans le labeur du matin, mais dans la flânerie de ceux qui profitent de l'air frais et de la vue sur la mer. Les nuits sont calmes et profondément paisibles. Le ciel, libéré de la pollution lumineuse des grandes villes, se déploie en une canopée éblouissante d'étoiles. C'est dans cette quiétude nocturne partagée que les liens de la communauté se renforcent et se réparent. Un temps pour le repos et la connexion, avant que le soleil ne se lève de nouveau pour recommencer le cycle. Qui parmi nous n'a jamais ressenti la nostalgie d'un ciel étoilé, loin des lumières de la ville et de ces soirées simples passées auprès des siens? La vie dans ce coin du monde, aussi magnifique que stratégique, n'est pas sans défis considérables et persistants. Le climat compte parmi les plus extrêmes de la planète. La chaleur estivale implacable, qui peut devenir dangereuse, et la rareté de l'eau douce sont des luttes fondamentales et constantes qui façonnent chaque aspect de la vie. Le paysage, pour toute sa beauté austère, se montre impitoyable, avec des terres arables limitées pour l'agriculture. Cela rend les communautés presque entièrement dépendantes de la mer, et la santé des stocks de poissons, menacés par la surpêche et les changements environnementaux, demeure une préoccupation constante et grandissante. L'économie repose souvent sur un équilibre précaire, appuyé sur cette ressource naturelle fragile. Les pêcheurs et les petits commerçants restent vulnérables aux fluctuations des prises, à la hausse des coûts du carburant, au prix des marchés fixés bien loin d'ici. Il y a aussi la réalité omniprésente et inéluctable de l'importance géopolitique de la région. Les tensions qui se jouent sur la scène internationale se ressentent ici, même indirectement. La présence de patrouilles navales de diverses nations et la conscience que cette voie d'eau demeure un foyer de tensions potentielles font partie, discrètement, du quotidien. Le défi, pour les habitants, consiste à composer avec ces pressions immenses, tout en préservant le mode de vie paisible et traditionnel qui a soutenu leur communauté depuis des siècles. Cela exige une forme singulière de résilience, une force tranquille née de générations ayant vécu dans un lieu à la fois d'une beauté immense et d'une complexité profonde. Alors, pourquoi ces gens choisissent-ils de rester? Dans un monde qui semble offrir des possibilités sans limite, quel est donc cet ancrage qui les retient dans un lieu aussi exigeant, parfois aussi rude? Les réponses ne se trouvent pas dans de grandes déclarations ni dans des analyses économiques, mais dans les détails discrets et profondément ressentis du quotidien. Ils restent pour ce sentiment profond et inébranlable d'appartenance à une communauté, pour cette sensation d'appartenir à un lieu où leur histoire est inscrite dans le paysage même, où leur identité est comprise et partagée par tous ceux qu'ils connaissent. Ils restent pour la sécurité, pour la simplicité, pour cette liberté inestimable d'élever leurs enfants dans un environnement soudé, à l'abri de bien des angoisses et des complexités du monde extérieur moderne. Ils restent pour la paix, pour ce rythme tranquille et sans hâte d'une vie vécue en harmonie avec la mer et le soleil. Dans un monde souvent saturé de bruit, de vitesse et de distraction, le détroit d'Ormuz offre une forme rare et précieuse de calme et de concentration. On peut légitimement se demander, en écoutant ce récit, ce que l'on choisirait soi-même. La sécurité tranquille des racines ou l'appel vertigineux d'ailleurs inconnus. Et par-dessus tout, ils restent pour ce lien viscéral et indéfectible avec leur foyer. Un lien à cette eau qui nourrit leurs ancêtres depuis 1000 ans, aux traditions qui donnent à leur vie sens et structure, aux familles qui sont à la fois leur fondation et leur avenir. C'est le sentiment d'avoir des racines qui plongent profondément dans une terre brûlée par le soleil, des racines nourries et entretenues par le sel de la mer. Le détroit d'Ormuz existe dans un équilibre délicat,
magnifique et durable, entre les rythmes anciens de la vie côtière et le rythme implacable de l'économie mondiale, entre la sauvagerie indomptée de son paysage désertique et la chaleur profonde de ses communautés. C'est un lieu façonné par le soleil, la mer et une résilience tranquille, constante, profondément admirable. Ici, la vie ne se mesure pas au passage des pétroliers ni aux gros titres du monde, mais à la marche régulière et fiable des marées, à la chaleur d'une tasse de thé partagée, au réconfort de la famille, à la beauté simple et profonde du quotidien. C'est un témoignage vivant de cette idée que même au cœur des affaires les plus critiques du monde, il existe encore une place et un besoin humain profond pour une vie simple et tranquille.